Bienvenue dans le débat, il est consacré à la crise au Groenland. La tension est encore montée d'un cran alors que pour pouvoir annexer ce territoire, Trump a lancé un ultimatum aux 8 pays européens solidaires du Danemark. Des droits de douane de 10% seront mis en place le 1er février sur tous leurs produits exportés aux États-Unis, puis de 25% le 1er juin si un accord n'est pas trouvé pour l'achat total du Groenland par les États-Unis. Voilà ce que le président américain a publié sur son réseau Truth Social. Ces 8 pays européens, dont la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ont envoyé des militaires au Groenland pour faire preuve de solidarité à l'égard du Danemark. Les menaces de surtaxe douanière ne changent pas la position du Groenland, soucieux de son droit à l'autodétermination, a affirmé le Premier ministre groenlandais. La Commission européenne prône le dialogue. Le chancelier allemand affirme qu'il va essayer de rencontrer Trump à Davos. Et Emmanuel Macron a réuni à midi un conseil de défense et de sécurité nationale. Le président français a fait savoir qu'il allait demander à ses homologues européens l'activation de l'instrument anti-coercition de l'Union européenne. Regardez ces images ce week-end, des manifestations au Groenland, mais aussi au Danemark. Des manifestants qui disent non à l'impérialisme américain. Le Groenland n'est pas à vendre, ont-ils martelé. Alors on va revenir sur les objectifs de Trump au Groenland. Pourquoi le président américain sort-il l'arme des droits de douane contre 8 pays européens? Quelle est la réponse de l'Europe? Quels sont ses outils face aux menaces du président américain? Est-ce l'escalade entre les États-Unis et l'Europe? On va poser ces questions à mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés et à Paris cette fois Reed Brody. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, avocat américain et ancien substitut du procureur de l'État de New York, ancien conseiller juridique à Human Rights Watch. Bienvenue à vous. Merci. En face de vous, Claude-France Arnoux. Bonsoir. Vous êtes conseillère associée pour la défense à l'Institut géopolitique de Bruxelles, ancienne ambassadrice et directrice de l'Agence européenne de défense. Bienvenue à vous également. Thor Keller est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, correspondant Europe du quotidien danois. Alors franchement, très compliqué. Vous allez citer votre quotidien danois. J'ai peur de faire une faute d'accent. Dagbladet Information. Merci. Donc, pour ce quotidien danois, vous êtes donc facile, correspondant Europe. Merci d'être là. Nous avons par Teams, en direct de Londres, Chahine Vallée, chercheur en économie politique au DGAP. Bonsoir Chahine Vallée, merci d'être là ce soir. Bonsoir. Bon, on peut dire que Trump a fait monter encore la tension d'un cran avec sa dernière annonce sur les droits de douane sur les pays européens. Et on va démarrer cette émission avec ce message que Trump a écrit au Premier ministre norvégien, rendu public ce lundi, ce message. Je le cite, « Étant donné que votre pays a décidé de ne pas m'attribuer le prix Nobel de la paix pour avoir mis fin à 8 guerres, je ne me sens plus obligé de penser uniquement à la paix. » Voilà ce qu'a écrit Donald Trump. Et c'est un message qu'il a envoyé au Premier ministre norvégien en réponse à un SMS que le Premier ministre norvégien et le président finlandais lui avaient envoyé en affirmant leur opposition à l'augmentation des taxes. Voilà où on en est. On devrait écouter le Premier ministre norvégien, mais je ne sais pas si on a... Ah ben on l'a, on va l'écouter alors. Je ne vais pas commenter chaque phrase de ce SMS. Il est très préoccupé par le prix Nobel de la paix. Je lui ai expliqué à plusieurs reprises qu'il s'agit d'un prix décerné par un comité norvégien et non par le gouvernement norvégien. Mais j'ai toujours pensé que ce n'était pas une mauvaise chose que les dirigeants accordent beaucoup d'importance au prix Nobel de la paix. Cela signifie qu'ils souhaitent accomplir des actions qui leur permettront d'être récompensés pour leur engagement en faveur de la paix. Mais ce n'est pas à moi de prendre cette décision. Reed Brody, on voit un peu l'embarras du Premier ministre norvégien. Cette volonté d'annexer le Groenland, est-ce qu'elle est devenue aussi une volonté de revanche personnelle pour Trump, à votre avis? Chez Trump, tout est personnel. Mais je vois, en fait, dans ces sorties sur le Groenland, un peu la prolongation de ce que nous, les Américains, avons vécu depuis un an. Je veux dire, il avance un peu en mafieux. Quand il parle du Groenland, il dit « je peux l'avoir par la manière douce ou la manière forte ». On l'a déjà écouté aux États-Unis. Donc, c'est quelqu'un qui sait où ça fait mal. Il n'hésite pas à diviser, à intimider, et il ne comprend que la force. Nous avons vu dans les premiers mois aux États-Unis que les gens s'agenouillent devant lui, et ils essaient de le flatter comme vous les Européens, mais je pense qu'il faut constater que la stratégie européenne d'apaiser, de flatter Donald Trump, ça ne marche pas.
puisque là, il va très loin. Thor Keller, vous qui êtes danois, Stephen Miller, on a vu son proche conseiller à Donald Trump, il l'a dit sur Fox News, le Groenland est grand comme un quart des États-Unis, le Danemark est un petit pays avec une petite économie, une petite armée, il ne peut pas défendre le Groenland. Votre analyse? Ouais, il a plutôt raison s'il pense que c'est seulement aux Danois de défendre le Groenland, mais ça n'a jamais été le cas. C'est pour ça qu'on est dans l'OTAN. C'est une alliance militaire qui nous permet de protéger ensemble tous nos pays et tous nos territoires. Donc l'idée a toujours été, et ça a été la politique d'énormément de gouvernements américains différents, de travailler avec le Danemark, pas seulement pour protéger le Groenland, mais aussi pour protéger les États-Unis. Comment vous le vivez, vous? Cette espèce d'humiliation qu'il essaye toujours de faire passer dans chacun des messages. Écoute, Donald Trump, il faut pas nécessairement prendre tout ce qu'il dit directement à soi, parce que sinon, c'est difficile de vivre. Mais Tout ça est très inédit. c'est très inédit. On n'a jamais vu un président américain qui parle comme ça. Et surtout parce que les Danois ont été les meilleurs partenaires des États-Unis depuis énormément de temps. C'est un peu les premiers de la classe. C'était le premier de la classe et on a toujours pensé, quand les Français disaient il faut se méfier un peu des Américains, de leurs objectifs, on a toujours dit mais pourquoi? Là, on voit pourquoi. Ouais, un mot justement, Claude-France Arnoux, Trump qui remet en cause la souveraineté du Danemark, alors qu'il y a, donc on l'a vu, un traité signé notamment en 1951, un traité de défense, mais il l'a redit, il veut posséder le Groenland. La sécurité, les ressources, c'est ça qui l'obsède à votre avis? Non, si c'était la sécurité, vous avez déjà donné la réponse. Il y a d'une part l'OTAN, et puis à l'intérieur, et en plus, il y a les bases américaines. Qu'ils ont réduit, il en reste une 150, avec ça, une centaine, oui. Mais ils avaient avant beaucoup plus de présence. Et donc, il leur suffisait de discuter avec le Groenland, avec le Danemark, d'un renforcement de leur présence. Donc, ça n'est pas la sécurité. Mais je pense que ce que les Européens ont fait de bien, c'est qu'ils ont pris l'argument de sécurité au mot. Vous avez peur qu'il y ait un problème de vulnérabilité et de sécurité du Danemark, alors on va aller aider les Danois, d'où les 8 États membres, les 6 États membres plus les Britanniques et les Norvégiens qui envoient. Alors c'est encore de l'exploration de ce qu'on peut faire après, mais c'est aussi pour montrer que si c'est un argument, on le prend au sérieux, celui-là, et donc on est prêt à aider le Danemark pour assurer la sécurité au Groenland. Donc c'est plutôt une réaction, vous pensez, positive. Mais quand il parle, il interroge tout de même, toujours dans cette lettre au Premier ministre norvégien, pourquoi ont-ils un droit de propriété? De toute façon, il n'y a pas de document écrit, c'est un simple bateau qui a accosté il y a des centaines d'années. Nous avions aussi des bateaux là-bas. Voilà ce qu'il dit. Donc, il y a une contestation sur le droit de propriété même. Oui, mais qui est contre... Enfin, c'est peut-être pas à moi la mieux placée pour répondre, mais qui est contre toute base juridique. Et il y avait quelque chose de très amusant sur les réseaux, qui était une lettre qui lui était envoyée un petit peu de la même manière, fictive, par le président français, en rappelant ce qu'on a fait par le passé, qu'après tout, on pourrait acheter les États-Unis. Oui, parce qu'il y a eu quelques bateaux français qui ont accosté aux États-Unis. Bon, ça, c'est pour la blague sur les réseaux sociaux. Chahine Vallée, il a dit que c'était un cas d'école. Stéphane Séjourné, le vice-président de la Commission européenne. Bon, c'est évidemment très inédit. Vous avez aussi un commentaire à faire, une analyse sur cette histoire de droit de propriété. Finalement, le bateau danois était là, mais nous aussi, on avait un bateau pour accoster les côtes du Groenland. Non, je pense que cet argument sur la propriété est un argument de façade. Ce que les Américains veulent semble être deux choses. D'une part, ils insistent sur la propriété pour pouvoir installer leur Golden Dome, donc leur système antimissile antibalistique. Et pour ça, ils disent qu'ils ont besoin d'installer et du coup d'être propriétaires du terrain sur lequel ils installeront leurs actifs au Groenland. Et la deuxième raison qui me semble beaucoup plus sérieuse, c'est que plus qu'un message aux Européens, ces prises de position sur le Groenland sont un message aux Russes et aux Chinois. Et c'est une manière de dire très clairement, encore plus clairement qu'ils l'ont déjà dit avec leur opération militaire au Venezuela, que l'hémisphère ouest est un hémisphère américain qui doit rester sous contrôle américain entièrement.
et c'est une manière de dissuader les Russes et les Chinois de tenter quelque manœuvre que ce soit dans l'Arctique. Mais pourquoi Je affaiblir pense que les c'est ça le Européens à fond ce du point pour projet américain. menacer les Russes et les Chinois? C'est malheureux, mais nous sommes un peu des victimes collatérales, à mon sens, de ce projet de dissuasion américaine vis-à-vis de la Chine et de la Russie. Et il ne s'agit pas tant de faire peur aux Européens que de montrer aux Chinois et aux Russes que les Européens, au fond, sont partie négligeable dans cette affaire et que la volonté américaine passe avant tout, y compris avant l'Alliance Atlantique et avant la relation transatlantique. Vous êtes d'accord, Claude Farnoux, c'est et pour... donc, Pas trop. Non, Pas- vous n'êtes pas Je d'accord. trouve ça Allez-y. paradoxal dans ce cas-là de la part de Trump, parce que, au contraire, le message aux Russes, en tout cas, c'est quand même qu'il affaiblit l'OTAN. Et donc, ce que redoutent les Russes, eux, ils y croient à l'OTAN. Et donc, ils disent avoir peur de l'OTAN. Donc, je trouve que le message aux Russes, il est particulièrement malvenu. Il est en train de marteler que les Européens sont faibles et que l'OTAN, il n'en a rien à faire, puisqu'il attaque un des plus fidèles alliés, un des meilleurs élèves. Donc, c'est le message, je trouve, plutôt contraire à Poutine. Bah, allez-y. Oui. Vous voulez répondre, Shahin Vallée, là-dessus? Oui, je suis d'accord qu'il y a un grand paradoxe dans cette attitude, mais au fond, Trump redit ce qu'il a déjà dit plusieurs fois, c'est qu'au fond, il croit à l'existence de zones d'influence. Et donc, ce qu'il a déjà dit par le passé, c'est qu'il croyait que les demandes de la Russie en Ukraine étaient en partie légitimes. De la même manière qu'il dit à plus faible intensité qu'il croit que les demandes de la Chine vis-à-vis de Taïwan sont aussi légitimes. Et donc, je pense que ce que Trump est en train de nous montrer de manière très claire depuis son opération vénézuélienne, c'est qu'au fond, nous rentrons dans une logique des grandes puissances dans laquelle les grandes puissances ont les droits, dans leur aire géographique respectif, de redessiner les frontières. Trump l'accepte au fond de la Russie en Ukraine. Il l'a déjà proposé de fait que les Européens et que les Ukrainiens acceptent de faire des concessions territoriales. Il l'accepte sans le dire à voix haute en réalité à Taïwan. Et il est en train de nous montrer que cette thèse qui vaut pour la Chine et pour la Russie, vaut aussi pour les États-Unis, à la fois dans le sud de l'Amérique, mais aussi dans l'Arctique. Alors, qu'en pensent les Américains, Reed Brody? Parce que quand on regarde ce sondage Reuters-Ipsos, il montre que seulement 17% des Américains soutiennent les efforts de Trump pour acquérir le Groenland, tandis que la majorité s'oppose à l'utilisation de la force militaire et 47% désapprouvent cet effort. Donc, finalement, il n'est pas populaire pour cette gestion du dossier du Groenland. Non, mais pas du tout. Il le fait quand même. Il le fait quand même parce que moi, je pense qu'au fond, c'est un narcissiste qui veut tout contrôler. Il veut être le président des États-Unis tout puissant et il veut être s'il pouvait contrôler tout le monde entier, il le ferait, mais au moins il a le Monroe Doctrine et sa zone d'influence et il croit dans la loi des plus forts. Mais les Américains, pour les Groenland, c'est une folie. Il y a même une bonne partie des républicains. Surtout, une bonne partie des républicains ou quelques républicains si l'on croit les sondages, une bonne partie des républicains, il y a quand même des républicains modérés. Bon, il faut voir que Donald Trump, il a mainmise sur le parti républicain qui n'est pas saine pour la démocratie américaine. Donc, les républicains, en général, sont tétanisés, des élus, au moins. Parce que pour être réélu, il faut qu'ils gagnent les primaires républicains. Ils ne les gagneront pas sans l'aval de Donald Trump. Mais c'est quelque chose que je pense que la majorité des Américains trouvent que c'est une folie de grandeur de Donald Trump. Ça fait partie de Donald Trump. Thor Keller, et les Groenlandais, on a vu ces manifestations, le Groenland n'est pas à vendre. Comment se sentent-ils impuissants finalement face à toutes ces décisions qui leur passent au-dessus de la tête, les Groenlandais? Je pense qu'une des raisons pour lesquelles les Groenlandais et les Danois sont descendus dans la rue pendant le week-end, et ce n'est pas quelque chose que les Danois font d'habitude. Vous avez plus de traditions de manifestations en France que nous avons au Danemark. Oui. C'était pour agir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de Danois, de Groenlandais qui se sentent, impuissantes et pas capables d'agir dans cette situation-là. Et il y a une forme d'incompréhension, j'imagine, de leur part. C'est un peu surréaliste même d'avoir vu le Danois et
et son homologue, les ministres des Affaires étrangères à Washington, il y a quelque chose de surréaliste, non? Enfin, c'est complètement inédit. Ben oui, mais nous vivons dans une monde surréaliste depuis un an. Donc, ça fait partie de ça. La différence maintenant, c'est que c'est quelque chose qui touche aux Groenlandais et aux Danois. Donc, il y a un soutien pour le gouvernement. La stratégie du gouvernement danois a clairement été d'essayer d'européiser un peu toute l'histoire pour que ce n'est pas le petit Danemark et le petit Groenland contre les États-Unis, mais que c'est l'Europe. Et pour le moment, ça a fonctionné. On a un soutien de l'Europe assez forte. Alors justement, on va voir jusqu'où il va aller, ce soutien de l'Europe, parce que c'est la grande question ce soir. On va faire un point en images sur les différentes réactions européennes tout de suite avec Marc Pope. Face aux surtaxes douanières américaines, l'Union européenne affiche son unité. Pour répondre à la menace de droits de douane de 10% supplémentaires sur 8 pays européens, dont 6 membres de l'UE, Bruxelles brandit l'instrument anti-coercition. Nous sommes au stade de la menace du côté américain. Nous devons être au stade également de la menace au niveau européen. Et l'outil anti-coercition est en quelque sorte une arme de dissuasion. Une arme de dissuasion qui doit permettre le dialogue et surtout d'éviter l'application des droits de douane. Bruxelles se dit déterminée à protéger ses intérêts stratégiques, économiques et de sécurité. Pour cela, elle pourrait aussi réactiver les mesures de représailles prises contre Washington en août dernier, portant sur 93 milliards d'euros d'importations américaines. L'accord douanier existant avec les États-Unis, qui devait être adopté cette semaine par le Parlement européen, est suspendu. Par ailleurs, les droits de douane européens sur les importations en provenance des États-Unis, suspendus jusqu'au 6 février, pourraient entrer en vigueur. Une fermeté de ton également reprise par le Royaume-Uni. Le Premier ministre Keir Starmer se dit déterminé, tout en appelant au dialogue. Les alliances perdurent car elles reposent sur le respect et le partenariat et non sur la pression. C'est pourquoi j'ai affirmé que l'imposition de droits de douane contre les alliés est totalement inacceptable. Une guerre commerciale n'est dans l'intérêt de personne. Les discussions devraient aussi se poursuivre au Forum économique de Davos qui s'ouvre ce lundi, où une importante délégation américaine sera présente. Un sommet extraordinaire des dirigeants des 27 doit aussi se tenir dans les prochains jours. On peut dire que ça va être tendu à Davos, Claude François-Arnoult. Faut-il sortir le bazooka, ce que dit Emmanuel Macron, c'est-à-dire l'application du règlement anti-coercition 2023, qui en fait doit être adopté à la majorité qualifiée en Europe, et ça permet à la Commission de frapper les services, les marchés publics, le numérique, les services financiers du pays, donc des États-Unis. Donc c'est véritablement un bazooka. C'est ça qu'il faut faire. Alors qu'il faille sortir une arme puissante, oui. Et cet instrument, c'est une arme puissante. Est-ce que c'est un bazooka ? On ne va pas rentrer dans les détails sur les armes, mais ça permet de choisir et d'avoir une gradation. Donc, si c'est une dissuasion, je suis d'accord, mais c'est une dissuasion avec dialogue, comme doit être d'ailleurs la dissuasion. C'est-à-dire que ce n'est pas d'un seul coup l'envoi des armes des sous-marins. Donc, ça permet d'affirmer qu'on a l'outil et on a l'intention de s'en servir. Et après, on rentre dans la négociation et il se peut très bien, parce que ça lui arrive quand même souvent, qu'il recule. Donc le but, c'est de le faire reculer. Il faut sortir cette arme. Oui, pour moi, il n'y a absolument aucun doute. Elle a été faite pour ça. Alors, elle a été faite pour contrer la Chine. Elle a été faite pour contrer la coercition et elle a été permise par l'événement de Chine-Taïwan sur un des États membres de l'Union européenne. L'Union européenne ne pensait peut-être pas l'utiliser contre les États-Unis. Oui, enfin, on savait bien que ceux qui exercent la coercition, c'est généralement eux. Mais comme il y avait l'événement chinois, ça a permis de le faire passer à l'Union européenne. Je veux dire, pour nous, Français, il n'y a jamais eu beaucoup de doutes qu'il pouvait aussi servir un jour contre les États-Unis. Mais par exemple, juste pour être très concrète, Claude François-Arnoult, par exemple, pour les GAFAM, est-ce que ça pourrait bloquer l'utilisation de Google, par exemple, pour les Européens, l'utilisation... Il faut rentrer dans le détail, parce qu'effectivement, c'est tout un arsenal. Comme vous l'avez dit, il y a le numérique, il y a aussi les aspects économiques, monétaires, d'investissement. Donc, on a toute une panoplie. Et donc, au sein de cette panoplie, il faut aussi chercher ce qui fait mal aux États-Unis et pas à nous. Le moins possible. Donc, parce que les GAFAM, ça nous fait mal à nous aussi.
Oui, puis il y aura des rétorsions. Et il y aura des rétorsions. Il faut vraiment, c'est un travail très délicat de dessiner le détail. Donc c'est pour ça que le bazooka, enfin le détail des armes qui fera le plus de mal possible, donc qui dissuadera, qui fera reculer, mais qui ne nous pénalisera pas plus qu'il ne pénalise l'adversaire. Ce qui se comporte en adversaire. Moi, je suis très content que finalement les Européennes prennent la mesure de menace de Donald Trump. Là, vous avez l'impression qu'ils prennent la mesure. Je crois que c'est la première fois. Je veux dire, quand il y avait le deal sur les tarifs à 15, c'était humiliant. C'est humiliant en échange de rien. Ils pensaient qu'en flattant, en apaisant Donald Trump, on allait... Non. C'est pas... Nous, aux États-Unis, on a vu que ça ne marche pas. C'est seulement la force. On a vu, par exemple, moi j'ai travaillé dans la campagne de Mandani, on pensait que Trump allait rétorquer, le maire de New York, le maire de New York, que Trump allait essayer de détruire New York comme il fait avec les autres villes démocrates. Mais non, il apprécie la force de Mandani et il a été très respectueux avec lui. La même chose avec... Pourquoi, à votre avis? Parce qu'il a gagné Parce qu'il a gagné et parce qu'il a 100 000 personnes derrière lui. Mandani, on ne va pas entrer dans non, mais politique. En un mot, c'est intéressant. Mais c'est quelqu'un qui arrive à mettre en œuvre sa politique grâce à un soutien massif des bases. Ah oui, alors et c'est la même chose au Brésil. Il a essayé de mettre les droits de douane à Lula, il a dit non, Trump a reculé, la Chine aussi. Mais lorsqu'on essaie de apporter des cadeaux, conciliant. ça ne marche pas avec lui. Torkeller, alors évidemment, la différence, c'est que l'Europe, c'est 28 pays. Est-ce qu'ils vont rester unis derrière cet instrument, cet outil peut-être? Déjà, cet accord de la Commission européenne avec les États-Unis, manifestement, semble caduc, mais l'est-il vraiment? Voilà, est-ce qu'ils vont réussir à parler d'une seule voix? Je vous donne la parole dans une seconde, Chahine Vallée. Alors, ce que j'ai entendu de Bruxelles pour le moment, c'est qu'on n'a pas encore un accord d'utiliser cet instrument. On va attendre mercredi les réunions entre Trump et les leaders européens à Davos et on va décider jeudi pendant le sommet européen. Je pense que c'est important que ce n'est pas le Danemark qui sort comme un petit chien un peu agité et qui dit il faut utiliser toutes les armes. C'est important que ce soit l'Europe ensemble qui prend les décisions et qu'on n'ait pas vu comme quelqu'un qui essaye de faire... d'agiter agiter tous les grands pays. Qu'est-ce que vous en pensez, Chahine Vallée? Il faut une décision, donc à la majorité qualifiée seulement, pour justement ce fameux bazooka, ce fameux outil. C'est ce que devraient utiliser les Européens. Allez-y. En fait, il en faut plus qu'une malgré tout, parce qu'il en faut une pour déclencher l'instrument anti-coercition. Et ça, à mon sens, on aurait déjà dû le faire depuis un moment. Moi, j'étais de ceux qui plaidaient pour qu'on fasse ça dès le mois d'avril dernier, quand Trump a mis en place ces tarifs douaniers. Je pensais qu'il était très important dès lors de mettre cet instrument sur la table. La France l'avait un petit peu proposé à ce moment-là, trop timidement, et du coup, ça avait été écarté. Mais une fois qu'on l'a mis sur la table, il faut ensuite remplir cet instrument de mesures. Et les mesures peuvent être très vastes et très diverses. Et pour activer ces mesures-là, il faut aussi une autre majorité. Donc, c'est quand même un mécanisme à plusieurs échelles. Donc, ça prend du temps, tout ça. Et moi, ce que je tiens à dire, c'est que ça prend du temps, ça demande du consensus, malgré tout. Et ça ne suffit pas d'activer l'instrument. Il faut aussi pouvoir lister un certain nombre de mesures et avoir une majorité qualifiée d'États prêts à défendre ces mesures. Prenons l'exemple de mesures sur les services des entreprises américaines de technologie ou les services américaines qui fournissent des services financiers en Europe. Il faudrait qu'on réunisse une majorité qualifiée pour pouvoir entraver ces entreprises et la fourniture de leurs services sur le continent. Et donc pour ça demande beaucoup de travail qui n'a pas été fait par la Commission par ailleurs depuis le mois d'avril alors qu'elle aurait dû s'y mettre. Et donc on arrive dans cette négociation fragilisée parce qu'on a eu une position faible dans la négociation précédente. Thierry Breton avait une formule aujourd'hui en référence à ce que nous avons fait collectivement au mois d'avril. Et il citait Churchill en disant vous avez voulu éviter la guerre, vous aurez finalement le déshonneur. Et je pense qu'il n'a pas tout à fait tort. Je pense qu'on paye aujourd'hui le prix de notre faiblesse collective du mois d'avril.
Vous êtes d'accord, Claude François Arnoult, c'est le déshonneur. Alors attention, il va falloir réagir pour retrouver l'honneur. Moi, je n'emploierais pas des mots de Munich, enfin aussi tragiques dans l'histoire, et on n'en est pas. On n'est pas dans du tragique, là, en ce moment. On est dans du tragicomique, mais qui peut se terminer en tragique pur. Mais je crois qu'effectivement, je suis tout à fait d'accord qu'on aurait dû le faire avant. Et que la Commission n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc là, je crois qu'on est exactement sur la même ligne. Cela dit, on peut le faire maintenant. Enfin, c'est ça qui compte. Et maintenant, on se retrouve quand même dans une situation où les pays qui auraient dit non, sans aucun doute, il y a 5-6 mois, comme l'exemple du Danemark, vont le faire. Et puis, on a 2 États qui ne sont pas dans l'Union européenne qu'il ne faut pas oublier, et qui vont voir comment ils vont pouvoir réagir sur le plan économique et commercial. La Norvège et le Royaume-Uni. Et la réaction du Royaume-Uni, elle est quand même intéressante. Elle n'était pas acquise par avance. Il accepterait des rétorsions, justement, le Premier ministre britannique, sur les produits. C'est vrai que c'est quand même aussi là incongru pour le Royaume-Uni. Oui, c'est incongru, mais je trouve que pour le moment, la réaction des 8, la composition du groupe de 8 et leur réaction... Donc France, Royaume-Uni, Allemagne, Norvège, Danemark, Finlande, Suède... Ça fait 8. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, 8. Donc là, vous pensez qu'ils ont la bonne approche, ces 8 pays, même en déplaçant un certain nombre de militaires sur place. Et les militaires, là encore, c'était le signe c'est symbolique, on le prend au sérieux. Et le fait que Trump ait déplacé pour le moment ces menaces dans le domaine commercial montre que ça doit quand même être difficile pour l'opinion publique américaine qu'un soldat, que s'il envisage une option militaire qu'il n'avait pas exclue, il se retrouve face à des Allemands, des Norvégiens, des Danois, des Britanniques. Je pense que pour l'opinion publique américaine, ça dépasse les limites de ce qui est envisageable ou acceptable. Je ne sais pas. Je pense pas que les Américains pensent vraiment qu'il va envoyer des troupes. Mais il va y avoir un soldat américain face à un soldat danois ou un soldat français. C'est un peu difficile à imaginer, mais bon, avec Trump... Enfin, il ne l'a pas exclu, en tout cas. Ce qu'on a appris avec Trump, c'est ce qu'il fait, ce qu'il menace. Souvent. Je veux dire, il met en œuvre ses menaces. Il met en œuvre ses menaces. On le voit à Minnesota. Oui, il y avait tout un débat, un moment où on disait il ne faut pas vraiment l'écouter directement, ce qu'il dit, il faut regarder derrière, etc. Mais non, en fait, c'est vrai, vous avez raison. Trump, il dit avant, je vais faire ça, et après, il essaye de le faire, mot à mot. Donc là, on parle d'annexion, ou en tout cas de mettre prendre un contrôle avec un droit de propriété, qui soulève quand même un certain nombre de problèmes. Sur les questions militaires, défense, etc., le Danemark, là, on essaie quand même de lui prendre sur le mot, si on peut le dire comme ça. Là, ce soir, on a suggéré à l'OTAN de faire une mission OTAN au Groenland pour protéger le Groenland. Parce que Trump, il dit, bon, c'est une île, on ne peut pas le protéger, etc. Les Danois n'arrivent pas à le protéger. Bon, on va faire ça en OTAN. Mais ce n'est pas la fin de l'OTAN, là, avec ce qui se passe? S'il attaque, oui. Bien sûr, c'est les fins de l'OTAN. C'est ça qui dit, c'est les fins de tout. Comme dit la Première ministre, ce n'est pas que le fond de l'OTAN, c'est les fins de l'ordre mondial comme il a existé depuis 80 ans, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc oui, bien sûr, c'est le fond. Mais je ne suis pas sûr qu'il a compris ça, ou peut-être qu'il le souhaite. Oui, mais moi, je pense que cette question du droit international, c'est quand même assez important. Je veux dire, pour moi, l'Europe, c'était toujours un peu le droit et le droit international. Vous auriez dû le défendre au Gaza, vous auriez dû le défendre au Venezuela, mais maintenant, il faut le défendre quand même. Je veux dire, il faut y mettre des moyens. C'est le droit, évidemment, avec les possibilités de défense aussi. Shahin Vallée, est-ce que tout le monde va être uni dans cette histoire? On voit déjà que Merz, donc le chancelier allemand, a dit qu'il allait voir Donald Trump à Davos. La présidente de la Commission, elle parle de dialogue. L'Italie, on ne sait pas vraiment ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont accepter ce type de coercition? Parce qu'on rentre tout de même dans une escalade, là. Oui, on rentre dans une escalade dans laquelle dont on n'est pas très bien l'issue. Et donc,
les Européens sont pour le moment unis. Et c'est pour ça que j'insistais un peu plus tôt sur les mesures qu'on doit prendre, parce que ce que je crains, c'est que quand on commencera à détailler les mesures, chacun y verra de son intérêt national ou du risque à son intérêt national. Et je crains que l'Union, à ce moment-là, soit fragilisée. Donc je pense que ça, c'est un point à surveiller. Puis il y a des mesures symboliques qui ont été évoquées récemment, notamment d'annuler la participation des équipes européennes à la Coupe du monde de football qui se déroule en grande partie aux États-Unis et un peu au Mexique. Il semble que c'est une idée assez populaire en Allemagne. Elle sera sans doute plus populaire en Italie encore, qui n'a pas d'équipe représentée à la Coupe du monde de football cette année. Donc c'est peut-être un sujet sur lequel les Européens pourraient s'entendre au moins. Claude-François Arnoult, non-participation à cette Coupe Moi, je ne serais pas très intéressée par le symbolique et encore moins par le football. Mais en rentrant dans le détail, il a raison tout de même, Shahin Vallée, quand il dit là, ça va être plus problématique. Non, mais les Allemands qui vont vouloir protéger leurs exportations de voitures. Chacun va commencer à retrouver. Je suis d'accord que ça va être difficile. Mais d'abord, quand on parle d'escalade, nous risquions, si nous n'avions rien fait du tout, que simplement les États-Unis prennent le contrôle du Danemark. Donc, pour le moment, l'Europe a gagné une manche. On a gagné une manche. On doit... C'est exactement ça. Maintenant, on doit en engager une autre. Et cette autre, elle est dans le domaine commercial. Je veux dire, quand on voit comment on a minorisé la France sur le Mercosur, on peut minoriser d'autres. C'est-à-dire que quand la Commission c'est pas toujours le même qu'il faut minoriser. Oui, mais la France, c'est quand même pas rien en matière agricole et en matière de politique étrangère et de défense. Donc, on a décidé de minoriser la France sur le Mercosur et de passer outre. Il faut que Mme von der Leyen, maintenant, elle montre la même détermination pour mettre en œuvre l'instrument, le bazooka, comme vous dites. Donc maintenant, la Commission doit faire ce travail, et ce travail dont parle Shahin Vallée, il faut effectivement qu'elle s'y mette. Ce n'est pas forcément des mois. Quand elle dit qu'avec elle, l'adhésion de l'Ukraine, ça ne prendra pas des mois, et bien qu'elle nous montre que l'instrument de coercition, c'est une question... Alors, ce n'est pas non plus à faire en quelques jours, parce que ça doit permettre le dialogue avec les États-Unis aussi, un dialogue de puissance, un dialogue d'intimidation, comme il le comprend. Et non pas de vassalisation. Et pas de vassalisation. Et quand vous dites il fait ce qu'il dit, je suis tout à fait d'accord, sauf si le coût est trop élevé. Donc là, le coût était trop élevé s'il y avait des militaires européens au Danemark. Ça n'est pas encore gagné définitivement. Hein. Mais, il a parlé de 2 chiens de traîneau danois, il a ironisé sur ces militaires. Oui, alors que les Danois ont acheté combien de F-35 ? Qui voleront s'ils veulent bien, hein, les Américains. Là-bas, on a investi aussi 42 milliards de kroner, donc 6,3 au Groenland. Au Groenland l'année dernière. Et ça ne va pas pour la nourriture des chiens. C'est quand même des matériaux extrêmement... parce qu'il faut quand même savoir opérer dans des conditions qui sont totalement différentes que partout ailleurs. C'est des matériels où on peut, même s'il fait moins 30, ça fonctionne. Donc, ça coûte cher. Alors, un mot justement, Reed Brody, parce que vous parliez de l'Ukraine. C'est quand même l'Ukraine qui est aussi présente, sans être présente, dans cette histoire de Groenland. Est-ce que les Européens n'étaient pas justement très timides parce qu'il y avait des réunions avec Steve Witkoff, avec Jared Kushner. Donc, évidemment, l'Europe se retrouve prise en étau entre la Russie, bien sûr, et puis les États-Unis. Donc, est-ce que là, ça risque d'avoir un impact sur l'Ukraine, le fait qu'elle montre un peu les muscles ? Évidemment, je pense que le sous-entendu dans tout cela, c'est qu'il ne faut pas perdre les États-Unis dans la défense de l'Ukraine. Et je pense que l'Europe doit montrer son unité, doit montrer sa solidarité totale avec l'Ukraine. Je ne pense pas que la Russie, vous avez le temps peut-être, je ne pense pas que la Russie va envahir d'autres pays très vite, mais effectivement, mais Trump, il n'a que faire, hein. Il va vous lâcher sur l'Ukraine le moment venu. Donc, c'est pas vous en êtes sûr, vous. Oui. Je ne suis pas sûr, mais ce n'est pas un allié quand même constant. Donald Trump. Il fait des choses à son gré. Donc autant utiliser le bazooka. Parce que de toute façon... Moi, je suis tellement content que l'Europe s'unisse pour voir le danger que représente Donald Trump. Nous, aux États-Unis, on a besoin de vous.
On a besoin des Européens qui frappent du poing sur la table. Qui frappent sur la table. Thor Keller, vous n'aviez pas l'air tout à fait d'accord sur cette question de l'Ukraine. Oui, je pense que c'est une menace. Déjà, le ministre de Défense, il a dit ça. Le ministre de Finances, Bessent, il a mentionné ça. Donc c'est clair, ça fait partie du jeu, si on peut le dire ça. C'est pas un jeu, je sais. Mais on a quand même C'est-à-dire, on lâche l'Ukraine si vous commencez à montrer vos muscles. Ah oui, il a clairement... il n'a pas mentionné ça directement, mais c'est la menace qui existe. Déjà, les Américains font pas grand-chose en Ukraine pour le moment. C'est plutôt les Européens qui portent. Le Danemark, par exemple, le pays qui a donné le plus à l'Ukraine pour les aider. Et ça n'a pas aidé... Ça n'a pas aidé au placement du Danemark dans le cœur de Donald Trump. Un mot, Shane Weiler, là-dessus, justement, sur l'Ukraine. Quel impact ça peut avoir on peut voir quand même peut-être une forme de bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les Européens vont se rendre compte maintenant plus que jamais qu'ils ne peuvent assurer leur sécurité qu'eux-mêmes. Et je pense qu'après l'élection allemande, on a vu Merz tenir des propos très forts sur ce sujet, indiquant que les Allemands devaient désormais prendre leur sécurité en main, qu'ils devaient être prêts à vivre dans un monde sans l'OTAN. Je pense que ces déclarations d'intention doivent maintenant devenir des réalités et les Européens doivent désormais investir dans leur défense. Un petit souci de son, Shane Weiler. Le son a un peu sauté, mais on a compris ce que vous vouliez dire. Vous êtes d'accord, Claude France-Arnoult, justement, ils devraient, les Européens, cette fois, investir encore plus dans leur défense. Ce qu'ils font, mais ça va prendre du temps, tout ça, avant d'être autonomes en Europe. Il faut investir, et il faut investir dans le but d'être autonome. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques Avec des mois, contraintes budgétaires on fortes. investissait, on s'engageait à 5% dans le cadre de l'OTAN, mais sans ça, c'est dire... l'objectif. Hein. Oui. On n'y est pas. Non, mais est-ce qu'il a un sens ? 5%, est-ce que ça a un sens ? On l'a fait pour faire plaisir à Trump. On l'a fait parce que Rutte a imaginé ça pour faire plaisir à Trump. Maintenant, ce qui compte, c'est effectivement de dépenser en coopération pour avoir cette autonomie. Et ça, c'est un travail énorme. Mais ce qui est nouveau, c'est que quand même, peut-être, on peut tomber d'accord sur le fait qu'on veut être autonome. Mais ce n'est pas donné. Vous avez encore le Danemark des pays... achète des F-35, ils ne sont pas les seuls, les Italiens aussi. C'est vrai que le Danemark achète des F-35 parce qu'on est déjà dans le programme et tout ça. Mais il faut aussi regarder ce qui a acheté le Danemark dernièrement. Oui. C'est-à-dire après ça. On a par exemple acheté un système de défense missile français. Franco-italien. Donc ça change. L'état d'esprit change donc là-dessus. Je pense qu'on est beaucoup plus on regarde plus qui vend, qui produit ça. Oui, c'est sûr. On regarde ça. Non, sortir de l'achat de F-35, c'est un processus compliqué. Particulièrement quand on a un système de défense qui est tellement dépendant de technologies américaines comme le nôtre. Mais c'est vrai qu'il y avait un débat quand on a fait cet achat il y a 10, 15 ans qu'on a décidé d'acheter ça. Déjà à l'époque, est-ce qu'il faut acheter américain ou acheter européen ? À l'époque, il n'y avait pas cette menace, donc on a fait ce choix-là. Peut-être on le regrette aujourd'hui, je ne sais pas. Pourquoi est-ce que vous le regretteriez ? Ah oui, les Américains, le choix américain. Non, nous, quand on a acheté les F-35, je ne sais pas si c'est ce qui pense le gouvernement, mais c'est... Ouais. Reed Brody, justement, sur ces achats d'armes américaines, parce que Trump, évidemment, il attend que ça, qu'il veut affaiblir l'Europe, mais il veut aussi que les Européens achètent des armes américaines. Oui, non, mais écoutez, je pense qu'il faut que l'Europe s'indépendantise. Ça, pour moi, c'est clair. Devienne une puissance. Malheureusement, Trump, il est là pour encore... On ne sait déjà pas combien de temps il restera. Mais il a des disciples, par exemple Miller. Je ne pense pas, malheureusement, que le Trumpisme ne va pas disparaître dans 3 ans. Même si Trump ne triche pas et annule les élections, etc. Le Trumpisme est là, durablement, aux États-Unis. C'est pas... Je ne dis pas qu'il gagne pour toujours, mais ce courant est toujours là. Donc, il faut prendre la mesure de cela. Il faut voir les États-Unis avec lucidité. Un mot sur les Européens donc, qui vont se voir. Il y a une réunion extraordinaire, me semble-t-il, jeudi. Claude France-Arnoult. Donc là, elle va être vraiment importante, cette réunion jeudi. Ça va être des signaux qui vont être vraiment lancés, d'unité ou pas.
Oui, je pense que de toute façon, il fallait qu'il y ait cette réunion. Entre-temps, il y aura eu effectivement les entretiens à Davos. Moi, je ne m'inquiéterais pas trop des propos de Merz et des propos de Mme Meloni. Parce que, oui, bien sûr, tout le monde va discuter à Davos. Et donc, on espère... oui, mais si on y va en solo aussi, Merz, il va en solo discuter avec Trump. Est-ce que c'est pas déjà... Mais ça se passe forcément un peu comme ça dans un lieu comme Davos ou comme Munich. Donc, il y aura ce moment. Et puis, justement, pour éviter que ça ne parte après en solo, il y a ce moment du Conseil européen et il faudra encore une fois garder, je pense, le lien avec les Britanniques et avec les Norvégiens. Donc oui, à ce moment-là, il y aura à la fois des décisions à prendre sur... Moi, je pense qu'il ne faut pas abandonner cette idée de soutien, y compris en termes militaires, de présence, de planification. Au Groenland. Au Groenland. Et deuxièmement, évidemment, montrer qu'on continue sur l'effort de défense et qu'on ose quand même le faire pour viser à l'autonomie par rapport aux États-Unis. Et deux, il faut qu'on parle effectivement de toute la panoplie des instruments économiques qu'on peut utiliser. Et il faut mettre une pression considérable sur la Commission qui fait ça quand même un peu à reculons. Et qu'il faut faire vite. Shaheen Vallée, un dernier mot. On a 30 secondes sur les Britanniques, puisque vous êtes à Londres. Ils sont importants finalement dans le dispositif, les Britanniques, dans ce dispositif européen plus large que l'Union européenne. Oui, mais on voit déjà que eux, malgré le fait qu'ils aient envoyé des troupes au Danemark, qu'ils commencent à avoir un peu les genoux qui tremblent. Les dernières déclarations du Premier ministre britannique qui tentait à minimiser la probabilité d'une intervention militaire américaine laissent penser que les Britanniques ne vont pas rejoindre le continent dans une attitude beaucoup plus offensive à partir d'aujourd'hui. Donc je pense que l'Union européenne et ses membres doivent compter sur elle seule et peut-être un peu moins sur la Grande-Bretagne à ce stade. Vous êtes aussi pessimiste ? On verra. Je serai prudente. Moi, ce que je pense, c'est... Je crois beaucoup à l'Union européenne pour travailler dans le domaine de l'armement, mais je crois aussi qu'il y a cette coalition pour l'Ukraine. Et elle montre ce que peuvent planifier et faire ensemble dans le domaine de la défense des États membres dans un cadre informel de coalition. Et j'ai l'impression que c'est ça qui va être utilisé. Et s'il y a certains États membres de l'Union européenne qui ne veulent pas jouer, ils ne joueront pas et il y aura cette coalition. Il y a même des dispositions dans le traité qui permettent de faire à la carte. Donc on a la possibilité de le faire. Et finalement, on est un peu dans la même logique que cette coalition pour l'Ukraine et avec les mêmes membres. Et alors, est-ce que ça va suffire ? Ça reste la question. Merci beaucoup. Claude-France Arnoux d'avoir été avec nous, Shaheen Vallée d'avoir été avec nous en direct de Londres, Thor Keller, merci d'avoir participé à ce débat, Reed Brody, merci d'avoir été là. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Et je vous dis à demain.